Alors pour cette vidéo, on verra la méthode des forces. Alors, la vidéo précédente nous a permis de voir la méthode des déplacements où il était question ici, où il était question là-bas de postuler un champ de déplacement. Ici, comme le dit son nom, la méthode des forces. Qui dit force dit contrainte, sollicitation. Alors ici, il sera question pour nous de postuler un champ de contrainte, sigma. Une fois qu'il est fait, donc on va donner une forme du sigma, on va vérifier en fait que ce sigma qu'on postule vérifie les conditions limites en effort, c'est-à-dire en force, quoi, en sollicitation. Et on a vu que les conditions limites en sollicitation sont celles qui, euh, qui sont imposées sur d rond 2 de oméga. D rond 2 sur d rond 2 de oméga. Donc, d rond 2 de oméga, qui n'est rien d'autre que d rond oméga privé de la partie où est imposé un champ de déplacement, c'est-à-dire d rond et oméga. Alors, on va postuler un champ de contrainte sigma, vérifiant les conditions limites en effort sur d rond 2 de oméga. Or, ces conditions, c'est quoi? Donc, ces conditions limites, c'est sigma fois n I, bon, je sais pas, on va dire pour différencier quand même, on va mettre NI égale à F DI. Ça, ce ne sont pas des indices, hein, c'est juste pour dire quoi. Par exemple, si je me place si je dis ici c'est oméga 1, oméga 2, oméga 3, parce que bon, c'est juste pour ne pas faire de confusion. En oméga 1, j'ai N1, alors j'aurai FD1. Donc ici, je peux mettre FD1, FD2, FD3 pour que ce soit un peu beaucoup plus compréhensible. Parce que quand je mettais FD, on pouvait penser que c'est le même partout, alors que je les mettais déjà directement dans FD. Dans FD, je mettais FD1, FD2, FD3, ainsi de suite. Donc voilà, le champ de contrainte qu'on doit postuler, doit vérifier ces conditions aux limites en effort. Une fois que cela est fait, on va vérifier que sigma qu'on a postulé vérifie également l'équation d'équilibre en contrainte, c'est-à-dire divergence de sigma plus les forces volumiques devront être nulles. Donc s'il vérifie déjà ça, on va vérifier ensuite que divergence de sigma plus F volumique doit être nul. Une fois que c'est fait, alors on aura simplement à utiliser de la loi, on aura simplement à utiliser la loi de comportement, on aura simplement utilisé la loi de comportement pour prouver sigma, pour prouver la loi de comportement qui nous donne une relation entre sigma et epsilon, pour nous permettre de prouver epsilon en fonction de sigma, vu qu'on connaît déjà sigma qu'on a émis. Alors, on connaît sigma qui est égal à 2 mu epsilon plus lambda trace de epsilon fois i. Alors, pas des relations inverses, ou bien si on passe directement avec les coefficients comment est-ce que je peux dire, avec les coefficients E et mu, le module de Young et le coefficient de Poisson, on peut trouver une relation entre epsilon et sigma. Mais ici également, c'est possible. Ici, pour le faire simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire crasse de sigma est égal à quoi? J'aurai 2 mu trace de epsilon plus lambda trace de epsilon fois trace de i. Or, la trace de i, c'est 3. Ça fait 3 lambda trace de epsilon. Alors ici, je me rends compte que trace de epsilon, je peux mettre trace de epsilon en facteur. J'aurai trace de sigma qui est donc égal à 3 lambda plus 2 mu trace de epsilon. À partir d'ici, je peux tirer trace de epsilon qui ne sera rien d'autre que 1 sur 3 lambda plus 2 mu trace de sigma. À partir de ça, je peux venir dans l'expression que j'avais. Je tire epsilon en fonction de sigma. Je vois que j'aurai trace de epsilon qui va apparaître et je peux remplacer trace de epsilon par ceci. Alors si je viens dans cette relation, je tire epsilon. J'aurai epsilon qui sera simplement égal à 1 sur 2 mu, facteur de qui? De sigma, moins
lambda trace de epsilon fois i. Alors, en remplaçant trace de epsilon par ceci, j'ai simplement epsilon qui est donc égal à 1 sur 2 mu, facteur de qui? Facteur de sigma, moins lambda sur 3 lambda plus 2 mu, fois lambda, oui, fois i, simplement. C'est ça? Ouais, c'est bon. Sigma, oh non, fois trace de sigma, bien sûr. Trace de sigma, le tout, fois i. Donc voilà une loi qui nous permet de déterminer epsilon, connaissant sigma, qu'on a dû postuler et qui vérifie les conditions limites en effort et l'équation d'équilibre. On peut également utiliser une relation qui est toujours une relation de comportement, mais qui cette fois utilise le module de Young et le coefficient de Poisson. On a epsilon qui est égal à 1 plus mu sur E fois sigma, si j'ai bonne mémoire, moins mu sur E, trace de sigma fois I. Donc, on peut également utiliser cette expression pour déduire epsilon. Tout simplement. Alors, ici, une fois qu'on a pu déterminer epsilon, il reste simplement à intégrer afin de déterminer les déplacements. Mais en pratique, pour que ce champ soit intégrable, il doit vérifier certaines conditions qu'on va appeler les conditions de compatibilité. Alors, une fois qu'on a epsilon, on doit vérifier que epsilon satisfasse aux conditions de compatibilité. Alors, les conditions de compatibilité peuvent soit s'écrire en déformation, là on vérifie pour epsilon, soit en contrainte et on utilise plutôt on utilise plutôt le tenseur que nous avons émis. Alors, comme on a déjà déterminé epsilon, on peut directement vérifier si epsilon vérifie également les conditions de compatibilité en déformation, à savoir, c'est souvent du grade diff, moins Laplacien, grade trace. Ok, donc en déformation, epsilon doit vérifier la relation gradient de la divergence d'epsilon. Oui, divergence vecteur bien sûr, plus gradient, toujours, mais cette fois-ci transposé de la même divergence, moins maintenant Laplacien de epsilon, moins, je ne sais pas si ça va suffire, je le mets là, moins grade, toujours, de la trace maintenant, de epsilon, doit être égal au tenseur nul. Donc, epsilon qu'on a trouvé doit satisfaire à cette relation pour qu'on puisse être capable de dire qu'epsilon est intégrable afin de déduire le champ de déplacement. Donc, on doit vérifier ceci de la part d'epsilon ou bien directement contourner cette étape et à partir de sigma, on peut vérifier les conditions de compatibilité, mais plutôt maintenant en contrainte. En contrainte, alors là, la loi, elle est un peu longue parce qu'on a Laplacien de sigma plus 1 sur 1 plus mu gradient. C'était quoi encore? Gradient, oui. Grade de la trace de sigma qui doit être égal à quoi? Qui doit être égal à moins mu sur 1 moins mu divergence de nos forces volumiques fois I. Moins grade transposé de nos forces volumiques plus grade de nos forces volumiques. Donc c'est moins tout ça, ça fait bon, ou bien on met le moins là, donc moins gradient transposé de F volumique plus gradient transposé de F volumique. Ok, donc il y a l'égalité. Si cette relation est vérifiée également,
en contrainte, bien sûr, ça veut dire que je prends le sigma que j'utilise depuis, que j'ai émis. S'il vérifie ceci, alors il peut servir pour trouver maintenant epsilon et intégrer directement. Plus besoin de vérifier si epsilon, vérifier les équations de compatibilité, mais on peut directement passer cette étape. Alors, une fois que c'est fait, par des méthodes, par des intégrations, on peut remonter au champ de déplacement. Et la solution, elle est bien sûr prouvée parce qu'on aura sigma qui a été émis, on aura epsilon et on aura E. Et le problème est résolu parce que, bon, pour intégrer, il y aura comment dire, il y aura des constantes d'intégration. Mais comme ce sont des constantes d'intégration en quoi en U, alors on pourra également utiliser le champ impose la condition imposée sur D rang 1 de oméga pour trouver ces constantes d'intégration. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une solution à notre problème. Et si la solution existe, alors, sachant que la solution est unique, cette solution est la bonne. Mais vous voyez que vraiment, la méthode, elle est très, très lourde mathématiquement, mais c'est le principe de la méthode en fait. Tant qu'on arrive à la solution, alors mathématiquement parlant, on est correct et c'est bon. Donc pour récapituler, on émet un champ de contrainte, on vérifie les conditions limites en contrainte, l'équation d'équilibre. Une fois que c'est fait, on utilise une relation de comportement pour déterminer epsilon. On vérifie maintenant les équations de compatibilité avec le epsilon qui a été trouvé. Et si c'est bon, on utilise des intégrations. Bon, on intègre la epsilon parce qu'on sait que epsilon, c'est un demi de u i virgule. On dit que epsilon i j, c'est un demi de u i virgule j plus u j virgule i. Bon, pour dire gradient de u plus le gradient transposé de u. Donc, avec les intégrations successives, on peut remonter à u et résoudre notre problème. Alors, ça, c'est tout pour la méthode des forces. Et rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous parler également de façon sommaire de la méthode des éléments appliqués. À plus, bye bye.